Bien Michel. Qu'on découvre ensemble ce panorama, c'est incroyable. Il est superbe. C'est incroyable. On le mérite, hein, parce qu'après les 90 mètres, là, hein. Le tablier est à 275 mètres au-dessus du Tarn. Et là, on a 343 mètres au-dessus de la base de la pile. On a rarement l'occasion d'aller sur un édifice aussi haut. La tour Eiffel est moins haute. Il Oui. faut bien s'en souvenir, 320 mètres même avec les antennes. Donc on est plus haut que la tour Eiffel. Et d'avoir ce privilège, c'est exceptionnel parce qu'on a vraiment une vue totalement inédite du pont. On peut admirer sa majesté. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il est 8 heures du matin, sur la route qui mène vers les hauteurs du Mont Lozère. Yannick Manche est hydrologue au Parc national des Cévennes. Il se dirige vers la source du Tarn. C'est ici, à presque 1600 mètres d'altitude, que jaillit la rivière. Elle entame un long chemin qui va l'emmener plein ouest sur 380 km. Le Tarn longe d'abord le sud du Massif central, puis entre dans la plaine aquitaine. Enfin, il se jette dans la Garonne. En prenant de l'altitude, l'hydrologue entre dans la partie la plus sauvage du massif. Il est accompagné aujourd'hui par un naturaliste qui surveille régulièrement la qualité des eaux de la rivière. On est en plein cœur du parc national des Cévennes, donc protégé depuis une quarantaine d'années au titre des parcs nationaux. On a la crête du Mont Lozère, donc les sommets du Mont Lozère, qui est une grosse colline qui fait une cinquantaine de kilomètres de long. Il y a un côté assez désertique, assez sauvage, et on a toujours l'impression d'être perdu vraiment au milieu de nulle part quand on vient sur les crêtes du Mont Lozère. La source se trouve au-dessus de la limite des arbres, dans un secteur granitique. La roche y est très dure, difficile à éroder. Ici, les cours d'eau restent en surface et s'écoulent à l'air libre. Aujourd'hui, les deux hommes veulent contrôler la température du Tarn dans cette zone sensible. Ils doivent marcher une demi-heure au cœur du massif pour atteindre les premiers filets d'eau. Ah, on commence à entendre le glouglou. Le ruisseau est encore invisible. David et Yannick se guident à l'oreille. Donc, chercher là La rivière. La rivière qui est dessous, en fait, qui passe entre les blocs. On a les gros blocs, on a un peu de végétation et elle passe dessous. On se rapproche de plus en plus du secteur où on va avoir la source. Un peu plus haut, le Tarn passe sous ces blocs de granit. Ce sont les dernières traces d'un glacier qui recouvrait le massif il y a 30 000 ans. On la voit passer entre les blocs. Ouais, oula. On entend la rivière qui passe sous nos pieds. On est bien dans le lit de la rivière. Simplement, il y a cette accumulation de pierres. Donc là, évidemment, ça n'a pas eu le temps d'être érodé rapidement. Donc l'eau a fait son chemin par-dessous parce qu'elle avait la place d'y passer, tout simplement. Enfin, ils touchent au but. Ils atteignent cette petite cuvette de quelques mètres de long, située juste sous la source. Donc ça sort là, ici, entre les blocs. Et donc là, ça démarre vraiment. Là, on a un petit écoulement au-dessus. Là, c'est la source officielle qui a été cartographiée. En amont, il n'y a pas d'écoulement de surface à part après une forte pluie. Donc si vous cherchez de l'eau au-dessus, ce ne sera pas de l'eau du Tarn. Le Tarn, c'est là. Et là, vous avez de l'eau la majeure partie de l'année. La source, c'est toujours magnifique parce que c'est le début de la vie qui va descendre pour créer un fleuve et jusqu'à la mer. Et tout part de ce petit filet d'eau. Symboliquement, j'adore venir ici.
Pour son contrôle, Yannick utilise un thermomètre d'une grande précision. Ça fait une dizaine de degrés, on est à 10,8 ou 9,5, donc on est à 10 degrés. En moyenne, à l'année, elle est à 10 degrés et ça sort toujours à 10. À vue d'œil, tout va bien. Tout ce qui peut se passer sur la rivière va se voir plus bas. Donc s'il y a des dégradations ou il y a des problèmes sur ce petit filet d'eau, il y aura un impact qui peut être dans 1 kilomètre comme dans 200 kilomètres. Du coup, c'est très important de garder les sources le plus préservées possible. Juste au-dessus de la source apparaît un site unique. Une crête connue de tous les géographes. Elle marque une ligne de rupture météorologique entre les climats méditerranéens et océaniques. Donc ici, on est à ce qu'on appelle la limite de partage des eaux. On est entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et toute goutte de pluie qui va tomber sur les sources du Tarn ici et qui va s'écouler et ensuite atteindre le reste du Tarn, comme toutes les autres rivières, va aller à l'Atlantique en environ une semaine. Et toute goutte de pluie qui va tomber sur l'autre versant juste à côté va aller à la Méditerranée en environ une journée. Donc on est vraiment à la limite entre deux zones différentes qui alimentent deux mers différentes. Et c'est le sud du Massif central qui fait cette limite-là. Moins de 5 km après son point de départ, le ruisseau devient un torrent de montagnes tumultueux. Entre les blocs de granit s'enchaînent des cascades et des rapides impressionnants. Ce paysage accidenté et sauvage attire les passionnés d'eau vive. Ils viennent de la France entière pour pratiquer ici le kayak extrême. Frédéric Dumont et ses amis sont arrivés la veille des Pyrénées. Pendant 2 jours, ils vont se mesurer aux plus belles descentes sur le Haut-Tarn. Le kayak, ça fait partie des activités de pleine nature. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi le cadre. Hein. Donc, tu vois, là, on a campé sur le plateau. Bon, si on était vraiment centré que sur l'exploit sportif, on aurait dormi à l'hôtel pour être sûr d'être bien calé sur la rivière. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est le week-end, c'est le déplacement, c'est le cadre. C'est magnifique ici. Hein. Donc, on ne peut pas déconnecter notre pratique du milieu naturel des montagnes, des massifs dans lesquels on voyage. Ils quittent le plateau pour rejoindre le petit village du pont de Montvert. Bâti de chaque côté de la rivière, dans un escarpement de rochers, d'ici partent les plus belles randonnées en kayak de la région. Allez, c'est maintenant qu'on rigole. Les rapides sont inaccessibles depuis la route. C'est la première difficulté de la journée. Ça va, papa? Le groupe emprunte un sentier étroit à travers la forêt. Ça y est, Val, il s'est perdu. Je connais le chemin par cœur. La descente dure 20 minutes avec un canoë de 25 kg sur l'épaule. Ils repèrent une zone plus calme pour la mise à l'eau. Attention, ça bouge. Là, c'est nickel. Le soleil, je suis absolument pas tombé. J'ai glissé sur Max après. Ouais, j'ai glissé, Ouais, ouais. Dans cet univers minéral se succèdent des petites piscines naturelles et des cascades. Ici, on est quand même un peu perdu en pleine nature. C'est vraiment une descente qui nous plaît beaucoup à l'automne. C'est de l'eau vive. Donc de l'eau vive, ça veut dire que ça bouge, c'est tout le temps en mouvement. Et nous, ce mouvement, c'est ce qu'on recherche. L'automne est la meilleure saison pour naviguer. Le niveau de l'eau est élevé suite aux fortes pluies que l'on appelle les épisodes cévenols.
c'est la green. On s'arrête à droite là ici les gars. Ah ouais. Ici, le Tarn est dangereux. Frédéric et ses amis sont les seuls à profiter de ce décor. Une vallée profonde bordée de châtaigniers. Ce rapide, le gouffre des Meules, est l'un des plus périlleux. C'est une succession de virages qui se termine par une cascade de 7 mètres de haut. Ici, c'est des rapides classe 4, 5. Il faut savoir que l'échelle de difficulté va jusqu'à 6. Donc, faut faire attention, quoi, quand même. C'est quand même un beau rapide, ouais. Ah ouais. Valentin est le premier à passer. Pour l'instant, il passe comme il a dit. Il rebondit sur le caillou. Il va faire le bout. Là où il a dit. Super. Ah là, c'est un petit contre-prison. Il est passé un peu trop extérieur. Là, il arrive sur la rampe finale. Est-ce qu'il va réussir à la gauche? Et voilà, c'est passé. Allez, c'est parti. Puis c'est au tour de Frédéric de s'élancer. Intérieur, la main gauche pour monter sur le caillou. Super. Et là, vite aller chercher l'intérieur. Voilà, la petite main droite pour déposer. Et là, il est à l'intérieur, sur la dalle. On va chercher sa pose à l'endroit, impeccable. Jolie ligne. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est de la roche-mer, du granit. C'est des rapides qui sont pour nous super parce qu'il y a des gros toboggans. Et ça glisse, ça va vite. C'est sympa à naviguer. Puis le cadre est magnifique avec ces branches d'automne, là, c'est vraiment bucolique. Nous, ça allie la beauté du paysage et puis les beautés du rapide. Pour nous, c'est top. Durant toute la matinée, ils enchaînent les descentes dans le gouffre des Meules. Cinq heures plus tard, la journée touche à sa fin. Le groupe atteint un deuxième rapide, la Trompette. Ici, la rivière est canalisée entre deux gros blocs rocheux. Le débit de l'eau s'accélère et transforme ce passage en un véritable toboggan naturel. Le lendemain, un architecte passionné par les ponts remonte vers le haut de la rivière. Bertrand Lemoine étudie ses constructions dans le monde entier. Pour la première fois, il va suivre le cours du Tarn sur toute sa longueur. Il veut inventorier les plus beaux ouvrages d'art qui le jalonnent. Je me promène en France beaucoup et je fais parfois des grands détours pour aller voir des ponts parce que un pont, c'est toujours une espèce d'événement dans le paysage. Ça franchit une rivière, c'est toujours un site assez intéressant, convergence de routes. Il y a l'architecture des ponts qui est toujours variée. Et donc, au fond des ponts, il y en a des milliers, hein, comme des bâtiments, partout, de toute nature, de toutes époques, mais chaque pont est intéressant. Bertrand se dirige vers le pont le plus proche de la source. À 1300 mètres d'altitude, le pont du Tarn est un édifice imposant en granit. Aujourd'hui encore, cet ouvrage bâti en pleine nature reste un mystère. Aucun historien ne connaît la date de sa construction. On ne s'attend pas à trouver un pont comme ça, aussi beau, aussi extraordinaire. On s'attend plutôt à voir un ouvrage comme ça dans un village, par exemple, ou dans un bourg, parce que là, on comprendrait qu'il ait cette utilité de franchissement. Là, on s'interroge même sur pourquoi cet investissement-là, au milieu de nulle part. Peut-être à cause de la transhumance des moutons, effectivement, qui était une activité très importante.
Mais tout de même, voilà, qu'est-ce qui a pu justifier la construction d'un tel pont dans ce site? En s'approchant des piles, Bertrand commence à décrypter l'ouvrage. Ce que j'aime dans cette pierre, c'est que de loin, on voit cette architecture très régulière, de pierres bien assemblées qui composent ces arches et puis ces éléments. Et de près, quand on touche cette pierre, on voit ce côté un peu rugueux. On pourrait même presque rechercher les traces de l'outil, mais on ne les voit pas parce que justement la pierre est un peu sommairement dégrossie. Elles ne sont même pas maçonnées, c'est qu'en fait elles sont juste posées à joint vif, hein, elles s'écrasent les unes contre les autres, c'est ça qui permet d'avoir cet effet de voûte. C'est un pont qui a traversé de nombreux siècles, c'est un pont qui a vraiment une histoire très forte et surprenante dans ce contexte très, très sauvage dans lequel on se trouve. L'architecte entame sa descente au fil du Tarn. Il quitte les étendues sauvages pour entrer dans la Lozère habitée. Ici, les villages se succèdent, tous bâtis au plus près du cours d'eau. Au cœur de chacun, un pont fait le lien entre les deux rives. Il y a toujours dans un pont, non seulement le pont lui-même, qui en fait son intérêt, mais le paysage, le site, l'environnement. Un pont, il n'est jamais seul, il est toujours pris dans un contexte de paysage, un contexte de nature ou de ville. Il vient habiller, s'inscrire dans ce contexte, il joue avec. C'est ça que j'aime beaucoup dans les ponts, c'est cette capacité à jouer avec ce qui l'environne. Le long du Tarn, on peut lire presque l'histoire d'un pays, l'histoire d'un territoire, à travers ces différents ponts, parce que chacun, dans son originalité même, témoigne justement de périodes particulières de cette histoire. Pour sa deuxième étape, Bertrand se rend à Quézac. Son pont médiéval, classé monument historique, a une histoire mouvementée. Il a été plusieurs fois détruit par les crues, puis reconstruit. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'un ingénieur trouve la solution. Il décide d'ancrer les fondations à même la roche. Alors là, on a une assez belle vue du pont, parce qu'on voit bien sûr le pont dans son ensemble. Ce pont légèrement en pente, hein, comme tous les ponts du Moyen-Âge. C'est 5 arches, toutes de largeur différente. La plus grande fait autour de 22 mètres d'ouverture. Et un pont aussi dont on voit bien que ces piles sont très massives tout de même par rapport à la largeur des arches. Des piles font presque 5 mètres de largeur. Pourquoi? Parce qu'il fallait résister à la force du courant. Il y en avait besoin d'avoir des piles très solides, au fond, pour que chaque arche puisse tenir presque indépendamment les unes des autres. Le pont de Quézac est caractérisé par des avant-becs puissants, des fortifications profilées qui viennent consolider les piles pour se protéger efficacement de la violence du Tarn. Là où nous sommes, c'est un lit de gravier. On est en réalité ici dans le lit de la rivière. Bien sûr, la rivière est plus basse aujourd'hui, mais on voit bien que dès qu'elle déborde, eh bien, elle va charrier toutes ces pierres. Et beaucoup de ponts dans cette région ont été en réalité reconstruits ou en partie reconstruits à cause de ce phénomène de crue. Voilà une cicatrice sur l'arête du nez du pont qui a certainement été créée par le choc d'un tronc charrié pendant une crue qui est venu percuter le pont, qui a cassé la pierre. Et voilà, c'est une cicatrice qui témoigne de la violence des crues du Tarn. Au XIVe siècle, le pape Urbain V ordonne l'édification de cet ouvrage d'art. Il permet aux pèlerins d'atteindre le village de Quézac. Ils étaient près de 10 000 chaque année à venir prier la Vierge Noire qui se trouve au sommet de la collégiale. Sur l'une des grandes piles du pont,
une petite chapelle est alors construite. Il n'en reste plus aujourd'hui que cette arche. Il faut imaginer que des murs se prolongeaient de part et d'autre, au-dessus des faux machicoulis qui sont en dessous, et que la chapelle était cette petite construction, un petit lieu de culte, peut-être un petit hôtel. Imaginez une statue aussi de Saint-Joseph, puisque la chapelle était consacrée à Saint-Joseph. Des cierges, certainement, peut-être des troncs pour mettre des offrandes. Voilà, imaginons cette petite chapelle avec peut-être une autre voûte qui se prolongeait sur le pont qui a été démoli et qu'on a construite en réalité pratiquement l'année même de la construction du pont pour célébrer le fait que le pont résistait aux crues et que ce pont avait pu être enfin achevé de manière solide, définitive. Voilà, c'est la chapelle qui vient le consacrer et dont il reste cette très belle arche. Nous retrouverons Bertrand Lemoine plus en aval pour découvrir l'ouvrage d'art emblématique du Tarn, le viaduc de Millau. La rivière continue son chemin vers l'ouest. Elle quitte le granit des massifs lozériens et entre dans une région dominée par le calcaire. Elle creuse cette roche tendre et façonne un paysage spectaculaire. Ce sont les gorges du Tarn. Sur 53 km, ce défilé impressionnant sépare deux grands plateaux, le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. C'est le territoire des villages perchés. Sous les falaises du Sauveterre se niche le hameau inhabité de Saint-Marcelin, avec son prieuré, sa chapelle et sa grotte fortifiée. Le soleil nous attend là-haut. Ouais. Ça lasse pas, ce paysage. C'est vrai. Pour y accéder, il faut emprunter un chemin de randonnée. Ce matin, les bénévoles de l'association des Amis de Saint-Marcelin, qui restaure le site, c'est vraiment l'endroit le plus difficile. Montent pour une journée de travaux. Et quand c'est mouillé, bonjour la difficulté. Alors, ici, c'est un coin qui me fait penser à la Provence. Ouais, le Garlavant, le pays de Pagnol. C'est vrai, ce qui est beau, c'est les arbres. Vous avez les couleurs qui ont changé. On commence à voir de la vue. De belles choses. Le paysage est toujours en constante évolution, en fait, avec la lumière, avec le temps, les saisons. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, ça s'est mordoré de partout, c'est magnifique. Regardez la rivière, là. Ouais. Là. Non, ça change tout le temps. Hein. On n'a jamais le même paysage, hein, au final. Hein. On était là avant-hier, on est là aujourd'hui, on sera là demain. Mais chaque fois qu'on vient, on découvre quelque chose, on voit quelque chose de nouveau. Après 45 minutes de marche, ils atteignent enfin le village. Saint-Marcelin, on arrive. Bon, et voilà. Ici, jusqu'au début du XXe siècle, vivait une famille d'éleveurs. Puis cet ancien site défensif, dont les premières traces remontent au Moyen-Âge, est tombé dans l'oubli. Les volontaires, tous originaires des gorges, ont entrepris il y a 10 ans de le sauver. Ah, quel beau paysage! Ils ont déjà remis à neuf l'ancien logement du prêtre et son toit de lauze. Je coupe un peu de buis pour mettre dans la chapelle. Hein. C'est une habitude qu'on a pris. C'est une tradition. Oui, les gens à l'époque coupaient ce buis pour bénir les animaux, les brebis. Donc quand on vient, on fait un peu pareil. Comme nous n'avons pas de fleurs ici, c'est le plus simple moyen de s'en rappeler. Le groupe a également restauré l'intérieur de la petite église. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est l'architecture de cette chapelle, vous voyez. Ça a été construit contre la falaise, contre le surplomb que vous avez vu à l'extérieur. Il y a quelque chose de mystérieux ici, qu'on n'arrive pas trop à déceler.
À l'extrémité du hameau apparaît le bâtiment le plus imposant de Saint-Marcellin. Cette ancienne maison fortifiée, construite dans un renfoncement de la falaise. Alors, ce n'est absolument pas un château, hein. C'est ce qu'on appelle une forcia. C'est-à-dire c'est un refuge pour les gens des masses d'à côté et du village. C'est-à-dire les gens allaient se mettre dedans à l'abri, se réfugier là-dedans. Et on pense qu'il y avait un pont-levis. Ça a été entièrement débroussaillé. C'était vraiment un taillis absolument incroyable, là. Tout de verdure, qu'on a coupé récemment. Et ça nous a permis de redécouvrir des murs. Parce qu'il doit y avoir ici une sorte de rempart, hein, une espèce de courtine pour empêcher l'assaillant. Et au-dessus de notre tête, là, il y a un dispositif tout à fait remarquable. Je ne sais pas si vous voyez la fente qu'il y a entre les rochers. C'est ce qu'on appelle un assommoir. C'est une fente naturelle dans le cas présent. Vous jetez des pierres dans la fente, ça ricoche. Elle ricoche dedans et elle tombe juste à l'aplomb derrière la porte. Ah oui, c'est assez subtil. C'est un système défensif très ingénieux. Tu as vu un petit peu cette chaîne d'angle? Cette bâtisse médiévale n'a pas encore livré tous ses secrets. Tout le long. Ça sera de futurs travaux. L'association veut protéger les murs qui menacent de s'effondrer. Et voilà. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des pierres qui sont prêtes à tomber quand même là. Et ça continue, puisque au fur et à mesure, la chaux elle se délite. Et finalement, la pierre ne tient plus. Ce qui la sauve, en fait, c'est qu'elle est dans une cavité naturelle. Il y avait donc au moins 3 étages à l'intérieur de la forcia. Vous voyez, dans l'étage d'accès par lequel on arrivait, où il y avait de la cheminée, puisqu'il y a du noir plein le mur, vous voyez ici, là. Et puis toutes ces encoches, ces boulins qui ont été creusés dans la roche pour encocher les poutres. Les grands-parents de Jean-Louis et de Jean-Jacques vivaient dans des villages perchés comme celui-ci, au-dessus des gorges. Et quelque part, dans la mémoire de famille, on se dit, ben voilà, ce que faisait mon grand-père, ben moi, peut-être que je suis en train de continuer son œuvre aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui rentrent dans des églises, ils éprouvent des sensations. Ben nous, on éprouve des sensations en faisant ce que l'on fait. Et ça fait partie de notre équilibre. Ça fait partie de notre vie. Et de notre vie, c'est sûr. Ah, oui. Ouais. Pour l'équipe, il y a urgence. Le mur de soutènement du village menace de s'écrouler et d'emporter la chapelle. On est dans des maçonneries très instables, là. À terme, ça peut déchausser la fondation de la chapelle. Les bénévoles doivent terminer aujourd'hui le déblaiement du mur. Demain débute une journée de travaux exceptionnels. Ah. Là-bas. Non, là-bas. Là-bas, il arrive, c'est lui. L'association a réussi à financer une journée de portage en hélicoptère. Le seul moyen pour monter les 40 tonnes de matériel, des pierres, du sable, du gravier et des outils pour réparer le mur. C'est bon. Là, il y a du poids, hein. Là, il y a du poids. L'ascension vers Saint-Marcellin est périlleuse et la météo n'est pas idéale. Là où il y a du vent, hein, regarde. Ça fait plus de 32 mètres d'amplitude. Ouais. Il n'est pas trop à l'aise là-haut. Il n'y a aucun espace pour se poser. Le pilote doit rester en vol stationnaire pour décharger les sacs. Les pales de l'hélicoptère sont à moins de 10 mètres de la falaise. Bruno, tu me reçois. On va continuer avec de la pierre maintenant. Ça nous laisse le temps de décharger le sable. Bon, écoute, C'est Jean-Louis qui coordonne les manœuvres. on stocke tout ce qu'on peut sur la plateforme. Pour cette journée spéciale, ils sont plus de 40 à participer à l'opération. On arrive à déplacer des montagnes. Hein.
Mais je crois que c'est le but d'une association, c'est qu'à un moment donné, il faut pas que ça reste en interne, il faut que ça donne beaucoup d'intérêt aussi autour et que les gens soient toujours appelés à intervenir, à donner un coup de main, parce que c'est vrai qu'un noyau dur ne suffit pas. Donc là, on a une bonne équipe. Voilà. Ça plus l'enthousiasme du bénévolat, c'est parfait. Le pilote a prévu 55 rotations pour monter tout le matériel. Au fond des gorges, c'est Jean-Jacques qui fait les chargements. Et ça se passe pas trop mal. On a fait presque plus de la moitié des voyages, donc ça se passe bien. Ouais. Pour l'instant, ça va. Il reste le sable et le gravier. Et la journée sera bien finie après. Après 5 heures de travail, l'hélicoptère entame sa dernière montée. C'est le dernier. Ça fait plaisir. Hein. Une grosse journée là. Il y a de l'émotion. C'est vrai. On est content que ce soit fini quand même. Ah, il part, ça y est. Là, il se régale, là. Là, il se plie, là. Tu peux y aller, là. Un mois plus tard, c'est la fin des travaux. Jean-Louis est aux premières loges pour la pose de la dernière pierre. Déjà, tu peux présenter déjà. Il faudrait une barre plus longue. Bon, il faudra l'orienter, puis je crois qu'on est bon. Ouais, c'est bon. Ah, c'est la fête du couronnement. On a couronné. On a couronné. Il faut l'attacher, attends, il faut l'attacher. Les maçons retirent ce coffrage en bois. Jean-Philippe, félicitations. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. Vous avez bien travaillé. L'entreprise de construction a imaginé ces 3 arches pour stabiliser l'édifice sur ce terrain accidenté. Le coucher, non, il faut le laisser le coucher. Non, on peut laisser le coucher, c'est pas grave. Au contraire. Ça permet de faire un très beau mur, très architecturé, avec tous ces arcs et tout, c'est magnifique. On est vraiment content du résultat. Ouais, c'est bien, hein. C'est sauvé, pour nous, c'est sauvé. Dans les gorges du Tarn, les grimpeurs du monde entier viennent se mesurer aux falaises. Plus de 600 voies sont répertoriées. Dans le cirque des Baumes, 2 autres bénévoles entament ce matin une journée d'entretien des parois. Jean-Noël et Olivier habitent dans la région. Toute l'année, ces grimpeurs de haut niveau sécurisent les tracés. Allez, on y va. Aujourd'hui, ils doivent installer de nouveaux pitons sur cette voie très empruntée qui sert aux écoles d'escalade. On a dit, là, il était là le truc. À 50 mètres au-dessus du vide, Jean-Noël et Olivier commencent leurs travaux. Je vais percer celui du haut. Une fois le trou percé, Olivier insuffle de l'air pour vider l'encoche de sa poussière. Puis, il utilise de la colle pour sceller le nouveau piton. Tac, voilà, là, elle est bien. Notre ennemi, c'est l'eau et la rouille. Alors que là, avec le scellement, l'eau, elle ne va pas passer. Donc, on a une garantie que ça reste là pendant un bon moment. Tac, voilà, là, elle est bien. C'est du
travail bénévole, mais c'est quand même assez agréable de travailler dans un cadre comme celui-là. Et puis comme nous, c'est une passion et c'est quelque chose qu'on aime pratiquer, on aime être sur ces sites-là. Ça ne nous porte pas peine de venir faire un petit peu de travail d'entretien de temps en temps sur les voies. Et puis en général, on va grimper un peu derrière aussi, donc le plaisir est complet. Souvent, on voit passer les canoës, donc ça met de la vie. Ça montre aussi qu'on n'est pas tout seul dans les gorges. C'est quand même quelque chose de très agréable. La proximité de la rivière, ça participe au charme du lieu. Dans l'après-midi, Jean-Noël et Olivier veulent contrôler une autre paroi beaucoup plus difficile, réservée aux grimpeurs expérimentés. Allez, je suis prêt. Allez, mais on y va. Il y a un petit pas dès le départ, tu vas voir. Cette voie s'appelle « Les ennuis commencent ». Là, la couleur ocre, elle est géniale. Ah, le rocher, il est superbe, là. Et surtout, les prises, elles sont belles. Les formes sont magnifiques. Hop là. La roche, du calcaire dolomitique, est très appréciée des varapeurs. Elle s'érode facilement et offre de nombreuses prises. Les deux hommes connaissent cet à-pic sur le bout des doigts. La première partie de l'ascension semble plutôt aisée. Là, ça va tirer un petit peu plus sur les bras. On va continuer à être bien détendu. À mi-parcours, Olivier arrive sur le passage le plus difficile, un dévers. Pour le franchir, il faut se suspendre au-dessus du vide. Ah là, c'est un bac. Là aussi, c'est un bac. Le bac, c'est une prise plus sûre que les autres. Il faut rester vigilant, même quand c'est assez facile. C'est justement quand c'est anodin au niveau du danger qu'on fait les pires bêtises en escalade. Un moment d'inattention, on peut mal assurer et s'il casse une prise, par exemple, et qu'il tombe, et qu'il glisse sur une prise un peu mouillée, il peut se faire mal si je ne le surveille pas. Là, je commence à être un petit peu plus tendu parce que c'est pas facile, que je trouve pas la prise. Ah, mais il est là, le bac. Je le trouvais pas. Ok, Jeannot. Tu peux me bloquer. Tu brosses un peu? Ouais. Le plat? Olivier nettoie les petits renfoncements avec une brosse à dents. Là, j'enlève un peu les excès de magnésie. Ça roule un petit peu sous les doigts quand il y en a beaucoup. On perd un petit peu de l'adhérence. Donc de temps en temps, c'est bien aussi de nettoyer un peu les voies. Ok, tu peux me descendre. Ah, mais c'est agréable. C'est beau. Ouais, ça a l'air génial. Le soleil passe encore assez haut. Ouais. Dans un mois, c'est foutu. La végétation, elle a vraiment poussé ici. Hein. On voit quand même de moins en moins la rivière. Hein. Tu vois là-bas, en face, dans les grands murs, là, je pense qu'il y a encore des belles lignes, des belles voies équipées. Ça fait rêver. Ça fait des années qu'on fréquente ces falaises et chaque fois on les trouve très belles. On a toujours cette sensation d'être dans un endroit extrêmement beau et ça ne disparaît pas. Le lendemain, quelques kilomètres plus loin dans les gorges, à Saint-Chély-du-Tarn, l'un des plus beaux villages de Lozère. Une journée de nettoyage des berges est en cours. 2 fois par an, le syndicat de rivière organise cette opération avec des bénévoles. Tous ces volontaires vivent du tourisme dans les gorges. On va passer le rapide et on va se poser après sur le banc de gravier. L'équipe se dirige vers un site qu'elle connaît bien. On va accoster là, ici, là, sur la droite. À mon avis, on va trouver des petites choses. C'est une petite plage naturelle où la végétation retient les détritus.
vieille gamelle. Voilà. Ça on fera de moins parce que ça, on en a sorti. Chaque année on en sort. Des quantités incroyables. C'est impressionnant d'ailleurs, le nombre de pneus qu'on arrive à sortir. Ça se désagrège jamais. Ah non, ça se désagrège pas. Puis en plus la carcasse elle est métallique. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment éliminer et évacuer parce qu'il n'y a rien de plus néfaste et rien de plus polluant dans la rivière que ça. Il trouve même une combinaison de plongée dans un arbre. Qu'est-ce qu'elle faisait en haut, la combi? Ah ben ça c'est des gens qui avaient dû abandonner ça sur une plage. Et avec une crue, elle s'est accrochée dans les arbres. On est à pas loin de 4 mètres de haut. Là. En quelques heures, une centaine de kilos de déchets s'amoncellent. Si on veut que les gens profitent d'une belle rivière, d'un beau paysage, d'un site, il faut le préserver. Donc ça nécessite de faire de l'entretien. Et puis c'est naturel pour nous de nettoyer la rivière. On le fait automatiquement, c'est instinctif. Enfin, pour avoir navigué sur d'autres rivières en France, on a une rivière qui est quand même relativement préservée. La preuve, ce serpent, une espèce protégée. C'est typiquement le type de couleuvre du serpent qu'on peut trouver au bord du Tarn. On l'appelle la couleuvre vipérine parce qu'elle ressemble beaucoup à une vipère. Simplement, elle est un peu moins massive. Elle n'a pas le nez qui est retroussé comme la vipère et surtout, la pupille n'est pas fendue, elle est ronde. Et parfois, les gens, malheureusement, pour sa ressemblance avec la vipère, vont l'écraser ou la tuer parce que ils en ont peur, forcément. En tout cas, voilà, on va la laisser tranquille. On va peut-être la laisser repartir dans l'eau. On va voir ce qu'elle veut faire. À mon avis, il fait un peu froid pour elle pour aller dans l'eau, mais... L'équipe fait une pause. Cet après-midi, ils ont encore plusieurs kilomètres à parcourir pour protéger leur rivière. La foisse. La rivière, c'est un cadre de vie pour tous les gens qui vivent ici. Donc, préserver cette rivière, la maintenir dans un bon état, c'est effectivement pour les activités économiques qui permettent de faire vivre des gens. Mais c'est aussi préserver un cadre de vie, préserver des milieux qu'on nous confie et qu'on espère transmettre dans le meilleur état possible. C'est l'occasion aussi pour nous de profiter de cet endroit quand même qui est magnifique. C'est un cadre de vie qui est extraordinaire. Quand on y travaille, parfois on a peut-être tendance à passer un peu vite et là on prend le temps aussi, on peut redécouvrir en fait le paysage, le patrimoine. Ouais, c'est agréable de profiter de la journée aussi pour ça. Donc là, on est sur un des secteurs les plus resserrés des gorges, avec les falaises verticales les plus impressionnantes en bordure de cours d'eau. Parfois, les gorges sont un peu plus élargies, un peu plus évasées, mais là, c'est vrai que c'est des secteurs assez spectaculaires. Là, le Causse, il est à quelle altitude? Là, on a entre 4 et 500 mètres de dénivelé en vertical, entre le Causse et la rivière. Au terme de leur parcours, ils atteignent un village qui n'a pas changé depuis des siècles, Haute-Rive. Inaccessible par la route, il faut encore traverser la rivière en bateau pour s'y rendre. Avec ses terrasses cultivées, aménagées autour des maisons, Haute-Rive est un parfait exemple de l'habitat des gorges. Traditionnellement, en fait, les gens étaient installés là où ils pouvaient, en fait, c'est-à-dire là où il y avait un petit replat où ils pouvaient construire. Et en même temps, il y avait une telle course, je dirais, à la terre à cultiver parce qu'il fallait nourrir tout le monde que dès qu'ils pouvaient exploiter, mettre de la vigne, du maraîchage, ils le faisaient parce que c'était la survie qui était en jeu. Après des années d'abandon, Haute-Rive est aujourd'hui sauvée grâce au travail d'une association de propriétaires qui restaure progressivement toutes ces maisons. Les gorges du Tarn se terminent au rocher de Capluc. Il culmine à 625 mètres avec une petite chapelle du XIIe siècle
édifié sous le sommet. Dans la vallée, apparaît le village de Perlot, bâti sur des mines de charbon en activité jusque dans les années 20. Il marque la frontière entre la Lozère et l'Aveyron. La rivière creuse alors son sillon au cœur du pays des Grands Causses. Des plateaux calcaires qui culminent entre 800 et 1000 mètres d'altitude, le Causse Noir et plus grand, le Larzac, une terre d'élevage qui étale ses paysages arides sur près de 1000 km². Didier Ossibal est l'architecte du parc régional des Grands Causses. Ce matin, il monte vers le Larzac. Les Causses, c'est des plateaux calcaires, donc, de sédiments, qui se répartissent en strates plutôt horizontales. Donc c'est pour ça que le terme plateau est assez approprié. Enfin, c'est plat, c'est relatif. On s'aperçoit que c'est un petit peu ondulé quand même. On a des horizons très larges, alors qu'on vient de la vallée. Et là, de suite, ça s'ouvre à 360 degrés. Et c'est vrai que c'est exaltant. Oui. D'ailleurs, on monte, donc on s'exalte. Pour profiter du panorama, Didier a son site préféré, dans le nord du plateau. On va voir sur ma droite le Larzac qui s'étend vraiment très loin au sud et qui revient avec des alternances de pâture, de culture. C'est des espaces impressionnants. C'est vrai que j'ai mon enfance qui résonne et chacun a ses paysages de Proust. Moi, c'est plutôt cela, mais je comprends que ça émeuve plus que les gens qui ont vécu. Même souvent, ça émeut plus les gens qui passent que ceux qui y ont vécu. Ils approchent, ils arrivent. Les tracteurs des 60 paysans du Larzac contre l'extension du camp militaire étaient hier soir à Orléans. Au début des années 70, les agriculteurs du Larzac s'opposent au projet d'agrandissement du camp militaire installé au cœur du plateau. Nous avons refusé de partir, tous les paysans, enfin la très grande majorité, à une ou deux exceptions près, des paysans d'ici. Et depuis, nous nous battons contre ce projet. Ce combat pour protéger un territoire devient un symbole. Les paysans sont rejoints par des milliers de manifestants qui s'associent à leur lutte. La mobilisation dure 10 ans avant que l'État ne renonce à son projet. Il a fallu très certainement attendre la lutte contre l'extension du camp militaire pour que des gens prennent conscience de la valeur de ce patrimoine paysager et de la culture du pastoralisme. Avant, il y avait quelques huluberlus, comme mon papa par exemple, qui étaient émerveillés, mais ce n'était pas des majorités. Et là, il y a eu quand même, après, une révélation de la valeur patrimoniale de ces espaces. Et aussi de la valeur aussi des gens qui l'ont fait, parce que c'est ça qui est important. Le paysage, ça vient du mot pays, payensi, ça veut dire habitant. Ça, c'est important, quoi. C'est-à-dire que ce paysage-là, il n'y aurait pas eu des habitants, il n'existerait pas. Toute l'année, Didier parcourt les pistes des Causses pour la préservation du patrimoine bâti. Il est attendu aujourd'hui par une propriétaire qui a restauré cette vieille ferme causenarde. Parce qu'en fait, les montants, là, je pense que ce n'est pas ancien du tout. On essayait de respecter un petit peu, pour qu'elle garde son authenticité, quoi. Mais la partie la plus ancienne, c'est cette petite... Cette petite jasse, là. Parce qu'en fait, à l'origine, c'était une ferme. Dans ce bâtiment-là, il y avait les agnelles. La partie la plus ancienne, l'étable, intéresse particulièrement l'architecte. 1913, 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913, 1913. 1913
Une portée de presque 2,50 m, une voûte pratiquement plate qui s'appuie sur une contre-voûte. C'est assez exceptionnel, c'est rare, hein. C'est osé, mais ça tient depuis peut-être 300, 400 ans. Peut-être beaucoup plus. Peut-être beaucoup plus. Cette voûte est plate et peu habituelle. Elle résiste à la charge très lourde du toit de l'édifice. Alors là, on voit de la lose calcaire qui est posée presque à plat, avec des chevauchements importants. Et c'est des loses qui pèsent jusqu'à des charges de 500 kg au mètre carré. Comme toutes les habitations traditionnelles du Larzac, cette ferme est entièrement bâtie en calcaire. Le seul matériau disponible sur le plateau. Le crépi ou l'enduit ou des joints, le mortier des joints, c'est en fait du calcaire. Du sous-sol, des fondations jusqu'au toit, c'est du calcaire. Par contre, toute cette maison-là, celle-là... Christine est venue de Belgique avec son mari à la fin des années 70. Des lucarnes, des capes. Ils ont patiemment remis en état tout l'édifice. On est attaché à ce lieu parce que c'est un lieu fort, c'est un paysage particulier qu'on retrouve nulle part ailleurs. Puis ce sont des maisons, c'est marrant, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai cette maison, mais c'est cette maison qui m'a. Ce sont des lieux dans lesquels on sent une telle histoire qu'on a l'impression qu'on est un peu happé par cette histoire, quoi. On y est, mais on sait qu'on y est que pour un moment. Ah oui. Christine a également préservé ce petit chemin traditionnel des plateaux, une buissière, une allée abritée par 2 haies de buis. Alors tu vois, autrefois, les enfants des fermes, ils prenaient les buissières pour aller jusqu'à l'école. Et ils étaient protégés du vent, de la neige, de la pluie un peu. Là, on arrive sur la maison. Au sortir de la buissière, son fils a fait construire une maison contemporaine. Didier a validé les plans. Il la découvre aujourd'hui terminée. Elle est superbe. Hein. Tout l'arrière est complètement vitré, donc beaucoup de lumière à l'intérieur, mais une lumière très douce. Certains murs, c'est de la paille, et le reste, c'est du verre et du bois. 7 stères de bois, et ils ont 22 degrés dans la maison sans problème, quoi, avec un tout petit poêle à bois. C'est efficace. Le but, c'était de faire une maison agréable à vivre. Bon, elle fait à peu près 100 mètres carrés, et pas trop cher. Voilà, c'est bien aussi d'avoir, bon, pas que le vieux patrimoine, qui est joli, mais qui est moins confortable. Je veux dire, on peut faire du neuf et l'intégrer au paysage, quoi. Ah ouais. C'est bien pensé. On a l'impression qu'on est dehors, alors qu'on est dedans, et que la nature, les arbres rentrent, puis il y a une lumière. J'aurais pas une vieille maison à Millau, je crois que je prendrais celle-là. Hein. Moi, j'appelle ça l'intelligence. Je sais pas si c'est beau, mais c'est intelligent. Le lendemain, à l'aérodrome de Millau-Larzac. Ah ouais, c'est pas... C'est bon, ça passe. Didier a rendez-vous avec une ethnologue qui étudie l'empreinte de l'homme sur ce paysage. C'est bon, alors la ceinture. Ah, ça y est, on est en l'air. Bon, nous voilà partis. Ouais. Ils entament un vol d'1 heure. Ils vont faire une grande boucle autour du plateau, ce territoire façonné par ses habitants depuis la préhistoire. Ils aperçoivent d'abord le Cernon, un des nombreux affluents du Tarn. Ah, la vallée du Cernon, superbe. Ah ouais, dis donc, elle se dessine bien. Hein. Ah, c'est extraordinaire de voir tout ça d'en haut. Ouais. Quand on regarde cette vallée, on comprend très bien le travail de l'eau qui a creusé dans les couches de calcaire et qui a dessiné des gorges. Et c'est assez net là. Hein. Dire qu'il y a 200 millions d'années, en bas, on était dans la mer. La morphologie de ces gosses, elle est aussi conditionnée par le travail de l'eau et l'érosion. Absolument. L'érosion fait qu'il y a des morceaux d'écosse, les plus jeunes, qui se sont détachés des plateaux. Et ça forme ce qu'on appelle des buttes témoins.
On voit bien la butte témoin de Sargel. L'avion continue son vol à la périphérie du Causse. Il s'approche de la Bastide-Pradine, un village perché qui domine la vallée du Cernon. C'est impressionnant, hein, Ah ouais. la Bastide vue d'ici aussi. La Bastide, c'est une fondation des Hospitaliers. Ah ouais. Les Hospitaliers, un ordre religieux qui s'est installé dans le Larzac à partir du XIVe siècle. Un ordre charitable mais aussi militaire. Ces moines chevaliers ont édifié de nombreux villages fortifiés dans la région. On voit encore bien la tour grenier qui a été construite par les Hospitaliers. L'avion met maintenant le cap vers l'intérieur du plateau. Depuis l'Antiquité, les hommes passent par le Larzac pour éviter les zones montagneuses difficiles à traverser. À l'est, on a les Cévennes avec leur relief très tourmenté et des vallées encaissées. À l'ouest, on a d'autres vallées encaissées. Donc on a une seule zone à peu près plate sur 20 km, c'est le Larzac. Sur le plateau, il y a des zones de pâturage et des zones de culture. Et on voit la mosaïque des champs. Sur ces sols calcaires, l'eau ne reste pas en surface. Les Cossenards ont inventé un système de stockage pour abreuver leurs troupeaux. Les habitants, depuis presque le néolithique, ont beaucoup pratiqué le recueil de l'eau de pluie en créant tout un tas d'infrastructures. Et les plus emblématiques, c'est les lavognes. La lavogne, ça veut dire mare en occitan. En fait, c'est un fond argileux qui, lui, est étanche et on a mis un dallage par-dessus pour protéger cette étanchéité d'argile. Sur les coteaux qui marquent la bordure nord du Larzac apparaît une autre culture, plus récente. En arrivant sur la vallée du Temps, on commence à apercevoir quelques arpents de vignes. Il y a eu un renouveau du vignoble des côtes de Millau. C'est magnifique. Hein. Mais jusqu'à la fin du 19e et au phylloxéra et au milieu, tous ces coteaux bien exposés au soleil étaient couverts de vignes. Ces paysages cultivés racontent l'adaptation des hommes à ce milieu escarpé. L'homme s'est positionné d'abord sur les versants au soleil, s'est acharné à remonter des pierres pour construire des terrasses et retenir les sols. Et puis il a laissé plutôt le bois se développer sur les versants nord. Donc il fallait des équilibres entre les zones cultivées et les zones forestières. Mais tout était en fait exploité. Moi, ce qui me frappe, c'est cette intelligence des lieux qui se cultivent. On a le sentiment qu'ils apprivoisaient l'espace et le temps. Oui, ils apprivoisaient tout en restant à l'écoute, je dirais. Katia et Didier s'approchent maintenant de Peyre, bâti à flanc de falaise. Peyre, très joli village de la région qui se lève au pied de ces falaises et qui se compose de maisons troglodytes. On s'aperçoit que les villages sont posés sur les parties les plus dures. Sur les rochers, les terres labourables étaient plutôt rares et donc on les économisait. Plus à l'est, l'avion survole le moulin à vent
qui veille sur le village de la Couvertoirade. Un autre témoignage de la présence des hospitaliers sur le Larzac. Le site, fortifié au XVe siècle, est protégé par des remparts et 8 tours de guet. Le vol se termine. Katia et Didier s'approchent des contreforts ouest du Larzac. Et là, on arrive sur Roquefort et la butte témoin du Combalou. On croirait vraiment des paquebots avec des antennes, des mâts. Quand j'étais gamin, pour moi, c'était des grands bateaux de pierre. C'est vrai que ça donne vraiment cette impression. Là, petit pincement au cœur, on voit ma maison natale, juste en bas là. C'était mon grand-père qui était fermier, juste après la guerre. Le village doit son existence à un phénomène géologique particulier, celui des fleurines, ces failles dans la falaise. De l'air y circule et dès le Moyen-Âge, les habitants ont construit des caves au pied des fleurines pour capter cet air frais et affiner leur fromage de brebis, le fameux Roquefort. Sous tous ces toits, il y a des blocs de rochers et entre ces blocs de rochers, il y a des fleurines et on a construit cette architecture pour réguler les débits d'air. Et la maîtrise de ces courants d'air, c'est la maîtrise du froid. Une vraie glacière. Une vraie glacière naturelle. Et c'est certainement sur Roquefort et ailleurs dans le sud Aveyron que s'est inventé les premiers réfrigérateurs du monde. Katia et Didier sont attendus dans l'une des plus grandes caves reliées à une fleurine. Sous les voûtes de pierre, 12 000 pins de Roquefort sont en cours d'affinage. Ils vont y rester entre 15 et 20 jours avant d'être recouverts par le Penicillium roqueforti, le champignon bleu qui donne son goût particulier au fromage. Jackie Carl est le maître affineur. Il suit au quotidien l'évolution de ces roqueforts. Je regarde comment ça évolue. Tu vois ? Ils sont jeunes là. Ah, ils sont très jeunes, ils ont 8 jours. Donc, ils sont à leur début d'affinage. Là. Ils sont encore là pour au moins 10-12 jours. Hein. Et tu utilises juste le toucher, tu sens pas? Non, tu vois, là j'utilise mes doigts pour regarder un peu la texture de la pâte. Là, on voit bien que le champignon, il n'est pas très présent. Il commence à peine à démarrer. La température doit rester constante, autour de 10 degrés, été comme hiver, pour obtenir un bon fromage. L'affineur, lui, il doit composer avec des éléments qu'il ne maîtrise pas tout le temps, c'est-à-dire les éléments naturels. Voilà, nous, on a des caves naturelles, on n'a pas de bouton de clim, on n'a pas de bouton de chauffage, on fait avec la nature. Pour réguler la température de la cave, Jackie se sert de cette trappe qui laisse passer l'air de la fleurine. Alors, le geste de l'affineur, c'est celui-ci, tu vois. Prends un briquet, puis tu ouvres et tu regardes. Tu vois là, tu vois que la fleurine, elle aspire en fait. Ouais. L'air de la cave est aspiré dans la fleurine. Alors attention à vos têtes. Derrière la porte, ce couloir d'une centaine de mètres de long, interdit au public, mène au bas de la faille. C'est des tunnels qui ont été aménagés par l'homme, en fait, hein, creusés pour aller récupérer l'air qui s'engouffre dans la falaise du Combalou, dans les failles, et qui arrive dans nos caves. Au bout du corridor apparaît cette entaille dans le calcaire. Voilà. Là, on est vraiment dans le cœur.
Cette cheminée naturelle est directement reliée au sommet de la falaise, 200 mètres plus haut. L'air extérieur s'engouffre, se refroidit au contact de la roche, se charge d'humidité et arrive dans nos caves, ce qui nous permet de maîtriser la température et l'humidité des caves. La florine, c'est vraiment caractéristique du site de Roquefort, même si on la retrouve à d'autres endroits sur le territoire. Mais c'est vrai que sans ces florines, il n'y aurait pas eu de village. Ici à Roquefort, le village s'est vraiment implanté et développé autour de la florine. C'est ici que ça s'est inventé, hein. Cette maîtrise. Les premiers cueilleurs de vent, c'est à Roquefort. Hein. Notre métier ne tient, je dirais, qu'à un souffle. Voilà. S'il n'y a plus ce souffle-là, nous, tout notre savoir-faire ne servira à plus à rien. C'est un petit peu l'histoire de ceux qui font des tout avec des riens. Et bien là, c'est des gens qui ont fait de l'or avec du vent, quoi. Nous quittons Roquefort pour rejoindre le Tarn. À la moitié de son parcours, il traverse Millau et son célèbre viaduc. C'est l'un des plus hauts ponts du monde. Le viaduc de Millau est une prouesse technologique de plus de 2 km de long. Mise en service en 2004, après seulement 3 ans de travaux. Sur son tablier passe une autoroute à plus de 250 mètres de hauteur. Elle enjambe la vallée du Tarn et relie le Causse du Larzac au Causse Rouge. C'est ici que nous retrouvons l'architecte Bertrand Lemoine. Regarde le héron qui décolle là. Ça va monter, si ça a bien chargé en amont dans les Cévennes. Il a rendez-vous avec Frédéric Jeannot, un batelier qui fait découvrir le viaduc sous un angle original depuis la rivière. Allez, alors là on a une île, tu vas voir, on va choisir de passer à gauche là. Après un petit rapide, au détour d'un méandre, le pont dévoile sa structure majestueuse. Le viaduc, il a inquiété un peu les gens du coin. Il est plein ouest. C'est le coucher du soleil des Miavois vers le viaduc. Donc quand on voit les dimensions, les proportions, on pouvait se poser la question si ça n'allait pas changer quelque chose. Et ce qui est quand même assez fabuleux, c'est qu'il n'arrête pas le regard. C'est que tu peux autant regarder devant que derrière le viaduc. On voit absolument tout, quoi. L'avantage, c'est que je ne suis pas en train de regarder une autoroute, je regarde un monument. C'est de la sérénité pure. On dirait les flèches d'une cathédrale, mais c'est 2 fois plus haut peut-être que la plus haute cathédrale du monde. Donc là, on commence à comprendre que c'est vraiment un très très grand ouvrage. Cette immense langue de béton a été bâtie pour mettre fin à l'un des plus célèbres points noirs routiers de France, le fameux bouchon de Millau. Entre le nord et le sud de Millau, 40 km de nationale et un passage obligé par le centre-ville. À l'époque, l'autoroute s'arrête aux portes de la ville. Les milliers de vacanciers qui traversent le Massif central se retrouvent bloqués. Nous sommes partis du Cap d'Agde ce matin à 10h. Nous avons fait 150 km en 5 heures. Je trouve inadmissible d'avoir encore des routes comme ça qui traversent la France. Aujourd'hui, grâce au viaduc, le flot des voitures épargne la cité. Édifié à partir du XIe siècle et bastion du calvinisme pendant les guerres de religion, Millau a retrouvé son calme. Pour la première fois, Bertrand Lemoine va pénétrer à l'intérieur du viaduc.
Là, on est dans le caisson central. Michel Virlogeux, l'ingénieur qui a conçu l'édifice, le guide. En fait, c'est toute la longueur du pont, 2 km. On a 2 km 460, ces messieurs sont bons, avec un chemin au centre pour pouvoir faire l'inspection. À chaque passage de voiture, le viaduc vibre. Cette souplesse est essentielle pour ne pas qu'il se brise. L'ingénieur a travaillé une dizaine d'années pour concevoir ce monstre de 250 000 tonnes de béton et d'acier. Rentrer dans l'intérieur d'un pont, c'est toujours une expérience assez amusante, mais en même temps saisissante, parce qu'on est là où personne ne va, mais on est quand même dans le pont. On est une espèce d'entraille du pont. C'est étonnant d'être dans ce lieu, une espèce de grand tube. Les gens souvent pensent que en particulier les ponts en béton, ils s'imaginent que c'est plein, alors qu'en fait c'est une boîte creuse. Une boîte creuse parce qu'elle résiste mieux, puis il n'y a pas besoin d'être surtout pleine, si bien sûr. elle était pleine, elle serait beaucoup trop lourde. Hein. Bertrand Lemoine est intrigué par l'aspect de la charpente métallique. Les tôles qu'on voit là, d'acier, elles sont un peu rouillées. L'acier est brut, il est naturel, il n'est pas protégé. Hein, alors l'acier, effectivement, est naturel, il n'a pas été peint. On ne peint plus l'intérieur des ponts parce qu'on fait ce qu'on appelle une déshumidification. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de l'ouvrage tout un système qui prend de l'air à l'extérieur et on pulse cet air sec à l'intérieur du caisson. Avec ce système de climatisation, l'humidité reste inférieure à 50%. L'acier ne se corrode pas. L'absence de peinture permet aussi d'alléger le poids de l'ouvrage de plusieurs dizaines de tonnes. Alors c'est drôle parce qu'on voit, on voit toutes ces marques écrites, c'est les ouvriers eux-mêmes qui ont peint, qui ont gravé. Toutes ces inscriptions, ça marque aussi une sorte d'histoire de la construction, des ouvriers qui ont construit le pont, qui ont laissé une sorte de trace, un peu comme les ouvriers du Moyen-Âge aussi marquaient les pierres et qu'on peut reconnaître peut-être leurs pattes. Et donc il y a quand même deux familles de traces. Hein. Il y a les traces normales qui étaient faites pour permettre d'identifier les éléments, s'assurer que les tôles étaient bien réglementées et tout. Et puis il y a les traces humaines, les ouvriers qui mettaient des insultes pour leur chef de chantier, des choses et des commentaires graveleux. Mais ils ont quand même été pour la plupart effacés, ce que je regrette beaucoup parce que c'était marrant comme tout. Les deux hommes empruntent maintenant un escalier menant au sommet du pylône le plus haut du viaduc. Il faut escalader 90 mètres sur ces petites échelles et passer 30 paliers. L'ascension dure plus de 25 minutes. Enfin, ils atteignent cette petite plateforme perchée au-dessus de la rivière. Bien Michel, qu'on découvre ensemble ce panorama, c'est incroyable. Il est superbe. C'est incroyable. On le mérite, hein, parce qu'après les 90 mètres, là... Hein, le tablier est à 275 mètres au-dessus du Tarn. Et là, on a 343 mètres au-dessus de la base de la pile. On a rarement l'occasion d'aller sur un édifice aussi haut. La tour Eiffel est moins haute. Il faut bien s'en souvenir, 320 mètres, même avec les antennes. Donc c'est quand même plus haut que la tour Eiffel. Et d'avoir ce privilège, c'est exceptionnel parce qu'on a vraiment une vue totalement inédite du pont. On peut admirer sa majesté. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Cet ouvrage est à la mesure de la beauté de la vallée du Tarn. C'est l'architecte anglais Norman Foster qui a imaginé la silhouette du pont avec ses 7 pylônes, d'où partent des haubans d'acier. Faire un pont discret, ça n'existe pas. En définitive, si on veut faire discret, on va aller beaucoup plus vite vers la médiocrité. Et il vaut beaucoup mieux, quand on a un paysage de qualité comme ici, il faut faire quelque chose de fort, mais qui ne cherche pas à écraser le paysage. Chaque ouvrage doit être adapté à son site. Pour mettre en œuvre le projet novateur de l'architecte, les constructeurs ont d'abord élevé les piles,
4 mètres tous les 3 jours. Puis ils ont fait glisser progressivement l'immense tablier au-dessus du vide. Il a fallu 20 mois pour relier les parties nord et sud de l'ouvrage. Une prouesse d'ingénierie. Là, on a un ouvrage qui descend dans le paysage avec des piles plus ou moins grandes et qui donne une impression de régularité et de calme et je pense de grand naturel dans le franchissement. La beauté d'un ouvrage fait partie de la nécessité de la conception. Je ne sais pas pour tous les ingénieurs, mais pour moi, c'est absolument vital. On découvre mieux le viaduc quand on vient du sud parce qu'on est sur l'intérieur de la courbe. Donc quand on rentre, on voit tous les pylônes. Alors que quand on arrive du nord, on voit que le premier et les autres sont un peu masqués. Donc la plus belle façon de découvrir cette autoroute, c'est de monter de Montpellier sur Clermont-Ferrand. Bertrand Lemoine quitte Millau en suivant le cours de la rivière. Si on réfléchit bien, franchir une rivière, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui relève d'une certaine technique, d'une audace, d'une prise de risque. Parce qu'on va chercher à s'affranchir au fond des éléments. Donc on peut considérer qu'un pont est toujours un acte en soi qui est un défi parfois symbolique, parce qu'il y a des petits ponts très modestes, mais un défi tout de même à la nature. Et en ce sens, un pont a toujours une sorte de charge émotionnelle. Après l'Aveyron, le cours d'eau entre dans le département du Tarn. Apparaît un site remarquable, l'isthme d'Ambialet. Ici, la rivière n'a pas pu éroder cette langue de schiste plus dure. Elle la contourne en dessinant une grande boucle de 3 km. Une usine hydroélectrique aux allures de manoir fonctionne depuis le début du XXe siècle, profitant de l'accélération du courant. Un peu plus loin, Saint-Juéry marque la dernière chute d'importance sur le cours du Tarn. La rivière quitte les contreforts du Massif central et entre dans la plaine Aquitaine. Elle atteint Albi, la plus grande ville sur son parcours. La cité épiscopale s'est construite depuis l'Antiquité autour du Tarn. Le pont Vieux, avec ses 8 arches et ses 150 mètres de longueur, est au cœur de la ville. Il fut bâti il y a presque 1000 ans pour permettre aux Albigeois de circuler et de commercer. Il est l'un des plus anciens ponts encore utilisés en France. Le pont a joué un rôle très important dans la prospérité d'Albi. Au-delà du passage simplement des deux rives, c'était un maillon dans la grande route qui rejoignait Lyon à Toulouse. Et c'est ça qui a aussi créé la prospérité de la ville, c'est de permettre ce mouvement des hommes, des marchandises, avec un péage sur le pont, et aussi des maisons qui étaient construites sur le pont et des commerces. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'édifice est à la fois lieu de passage et lieu de vie. Avec sa porte fortifiée, sa chapelle et ses 6 maisons. En 1766, elles disparaissent, emportées par une crue centenale. Dans les années qui ont suivi, et jusqu'en 1820, on a reconstruit ce pont. Et on peut très bien distinguer la partie ancienne, qui date du Moyen-Âge plus ou moins, et la partie rajoutée au début du XIXe siècle,
composées par des arches en briques et non pas en pierre, comme était le pont originel. Le blanc et le rouge, voilà, on lit très bien le millénaire presque qui sépare la construction du pont au Moyen-Âge et son élargissement au début du XIXe siècle. Un deuxième pont est construit au XIXe siècle. Avec ses grandes arches, surmontées de 3 plus petites, il reflète les techniques de l'époque, imaginées pour mieux résister à la violence du courant. À travers ces petites ouvertures, on voit le ciel, c'est joli, mais en même temps c'est là pour alléger le pont. Ça permet aussi aux eaux, en cas de très forte crue, de passer à travers, de ne pas s'appuyer sur le pont au risque de le renverser. On trouve beaucoup de ponts de ce genre en France, que ce soit des ponts routiers comme celui-ci, des ponts de chemin de fer également qui reprennent exactement cette technique de construction. Et on en voit en briques, on en voit en pierre, on en voit même en béton au début du XXe siècle. Donc au fond, c'est une forme qui s'est adaptée à toutes sortes de matériaux. C'est au XIIe siècle que l'évêque d'Albi fait édifier la première grande église de la cité, la collégiale Saint-Salvi. Au cœur des rues commerçantes, le monument se retrouve progressivement entouré de maisons. Certaines sont même construites contre les murs de l'église. Marie-Ève Cortés est responsable du patrimoine à Albi. Elle veille à la préservation du vieux quartier. Ce que l'on voit juste en face de nous, c'est l'ancienne façade principale de l'église collégiale Saint-Salvi. Autrefois, l'entrée principale se trouvait sur cette façade qui aujourd'hui est occultée par des immeubles qui ont été construits à partir du XIIIe siècle. Ces habitations mitoyennes de la collégiale appartenaient aux chanoines de Saint-Salvi. En rachetant l'une de ces maisons, il y a une quinzaine d'années, un propriétaire a fait une découverte exceptionnelle. Dans son salon est apparu l'ancien portail de l'église. À l'époque, tout était plâtré, c'était des briques, et tout, on ne savait pas. C'est quand nous avons fait les travaux là, et fortuitement, nous avons découvert, avec le maçon, une colonne. Tout était muré. Tout ça était caché à cause de la Révolution. Il faut imaginer une entrée de dimension équivalente juste à côté, puisqu'en réalité, le portail comportait donc autrefois 2 entrées vraiment ouvertes qui donnaient directement sur l'axe de la nef. Et là, devait se trouver un parvis avant de descendre par quelques marches sur la place de la Pile. Et d'après l'évêque qui était venu visiter chez nous, il nous avait dit, avant, parce qu'il y a eu la Révolution qui a beaucoup cassé, il nous avait dit que cette pièce était la salle de jugement. Parce que là, le message en latin, la poutre et le cintre d'un mot prouvent qu'il y avait quelque chose. Il devait y avoir un passage pour aller à l'immeuble à côté. Très peu de gens savent qu'en réalité, l'entrée autrefois de Saint-Salvi se trouvait de ce côté-ci. En tout cas, ça reste quand même assez exceptionnel que d'avoir un portail roman d'église dans son salon. Oui. Ça, on vous envie quand même ça. C'est vrai. Au 3e étage, le propriétaire a mis au jour le haut du portail de l'église. La partie supérieure donc, du portail, avec des traces de polychromie très importantes. Il faut imaginer que c'était des portails qui étaient vraiment très colorés. On voit encore des traces de la peinture bleue qui recouvrait la façade de la collégiale. Ici, on a le prolongement des colonnes qu'on voyait en bas et tout un décor de motifs qu'on retrouve à la période romane, donc des enroulements de végétaux et puis des personnages assez identiques à celui-ci ou à celui-là devaient faire le tour, comme ça, devaient encadrer quand même, souligner tout cet arche. On suppose qu'elle a été décapitée à la Révolution. Et là, derrière ce cintre, vous avez les orgues de Saint-Salvi. Voilà, parce qu'en fait, ici, on est vraiment dans l'axe de la nef. Et tous les dimanches, à 10h, vous avez un concert d'orgue. Ah ben voilà, en direct. Pas la peine d'aller à la messe.
Près de 2 siècles après Saint-Salvi, l'évêque décide d'élever une nouvelle église, monumentale, sur le plus haut point de la ville, la cathédrale Sainte-Cécile. Elle affirme la puissance des catholiques en réponse à l'hérésie cathare. Il a fallu plus de 2 siècles pour édifier ce chef-d'œuvre de style gothique méridional épuré. Véritable église fortifiée, fermée de toutes parts comme un château fort, elle n'a qu'une entrée, ce portail latéral. C'est l'unique élément extérieur en pierre sculptée qui vient briser l'uniformité de la brique. Son intérieur est également exceptionnel. Sainte-Cécile est l'une des rares cathédrales d'Europe dont les murs et les voûtes sont entièrement peints, sur une surface de 20 000 mètres carrés. L'édifice est connu pour ses décorations en trompe-l'œil qui longent les piliers jusqu'aux coursives. Au XVIe siècle, des artistes italiens ont peint ces motifs colorés qui imitent le marbre. Pierre-Yves Caillot est l'architecte en chef des monuments historiques en charge de la conservation de Sainte-Cécile. Il nous emmène sur le Triforium Sud, fermé au public, pour admirer ses œuvres de plus près. On est ici dans une émotion qui est proche de celle qu'on a dans les églises italiennes, où on a cette architecture urbaine à l'extérieur et à l'intérieur un foisonnement de décors extrêmement recherché. On a une liberté de geste, une liberté de trait qui a vraiment quelque chose à voir avec l'art contemporain, avec l'art abstrait. Là, on a ce décor géométrique avec des effets de trompe-l'œil. Et puis, au milieu de tout ça, quelques détails amusants, comme là, ces 2 pigeons, un posé sur le décor, l'autre à l'intérieur. En s'approchant de ces motifs, on découvre des détails sommairement dessinés, invisibles depuis la nef. Ces choses-là, je pense qu'elles ne sont pas faites pour être vues par le public, elles sont aussi du plaisir de l'artiste à venir travailler ici et à laisser une espèce de signature. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on marque les esprits par de l'art à l'état pur. Alors qu'au Moyen-Âge, dans la période précédente, on voit dans les tympans sculptés des scènes religieuses, des scènes bibliques. Là, même pas, on est dans l'art abstrait. C'est ça qui, je trouve, est extraordinaire dans ce décor des tribunes, c'est que l'essentiel du décor est profane. Aujourd'hui, c'est le chœur de Sainte-Cécile qui retient toute l'attention de l'architecte. Il constitue le chef-d'œuvre de la cathédrale. De style flamboyant, avec ses 260 anges polychromes, c'est une véritable dentelle de pierre. Dans cette église dans l'église, les chanoines pouvaient prier à l'écart des fidèles. Depuis plusieurs mois, le chœur est en travaux. Des artisans d'art rendent leur éclat aux décorations qui surplombent les anciennes stalles des religieux. Des restauratrices sont venues d'Italie. Elles nettoient les peintures pour essayer de retrouver les teintes originelles. Avec Pierre-Yves Caillot, elle rencontre aujourd'hui le représentant du World Monument Fund, une fondation internationale qui finance ses travaux. Mais sulle figure invece abbiamo la colla o la resina che sono penetrate all'interno del colore. Che hanno creato lo stesso problema. Hanno creato questo problema, sembra quasi un'inversione dei chiari, sembrano più scuri chiari che gli scuri e andremo a correggere poi in qualche modo con il ritocco, non so. C'est un des rares chœurs à avoir survécu aux destructions de la Révolution dans les églises françaises. On en trouve beaucoup en Espagne, mais on en trouve très peu en France. Et nous sommes tout à fait satisfaits de voir qu'il y a des découvertes de plus en plus pointues, de plus en plus importantes, à la fois sur le décor peint et sur le décor sculpté.
Pendant ce temps, des maçons travaillent sur les hauteurs de Sainte-Cécile. Ils installent une sculpture qu'ils ont reproduite à l'identique. La pièce ouvragée soutient une gargouille sur l'une des tours. Il faut d'abord caler ce visage en pierre de près de 200 kilos. Ça frotte l'environ. Ah oui, c'est bon. Bon, bah c'est bon. Elle est posée. Bon, on est vraiment bien au niveau je pense, aspect de taille et tout, là. C'est nickel. Hein. Quentin Muller dirige le chantier. Pour harmoniser elle est encore un peu l'ensemble. humide et c'est Ouais. bien. Non, mais je pense qu'on va la laisser comme ça. Elle est pas trop mal. Nickel. Bon, bah on va l'afficher, puis on va la couliner. C'est quelque chose qui avait été bâti avec des pierres de grès, qui avaient très mal vieilli. Et donc le choix a été fait de les restituer mais en calcaire cette fois-ci pour pas se retrouver à les changer tous les 100 ans. C'était pas très responsable. Donc on a restitué ces volumes-là, mais cette fois-ci dans du calcaire. À 60 mètres de hauteur, les détails de ces sculptures sont invisibles depuis le sol. Pourtant, les artisans d'aujourd'hui ont choisi de les vieillir artificiellement. Ce qui est difficile à rendre, c'est le temps qui passe. Là, il a juste un peu soufflé dessus, il a fait un petit gommage, mais il y a toujours les coups d'outils, parce que nous, on est capable de voir ça, il y a les coups d'outils sur sa pierre. Et il est venu faire un tout petit gommage, c'est le temps qui est passé, et on s'intègre, et on est vraiment raccord avec ce qui est au-dessus, avec l'ancienne. Le principe de base de notre métier, c'est qu'on peut changer des mètres cubes et des mètres cubes, des dizaines de mètres cubes de pierre sur un bâtiment. Quand on s'en va, personne ne doit pouvoir dire quelles pierres ont été changées. Et ça, il n'y a que la main de l'homme qui peut le faire. On ne pourra jamais le remplacer par une machine, on pourra essayer de tailler des pierres avec une machine ou un robot. C'est jamais ces pierres-là qui seront discrètes. Celles qui seront discrètes, c'est celles qu'on aura taillées, qu'on aura vieillies nous-mêmes et posées dans le respect des voisines. L'équipe a déjà remplacé des milliers de tuiles au-dessus de la nef. Elle termine de nettoyer le chemin de ronde qui date du 19e siècle. On est arrivé, c'était noir de lichen, noir de mousse. Oui, on a changé de briques là, Julien. On a changé 1500. Voilà, 1500 briques. Tous les joints ont été refaits à la chaux, les pierres ont été nettoyées. Ouais. Et aujourd'hui, on regarde ça, on a l'impression qu'on regarde le bâtiment tel qu'il a été bâti, quoi. Donc c'est canon. Le clocher, entouré de 4 tours défensives, culmine à 80 mètres du sol. Attention à la tête. Là, c'est magique la vision qu'on a d'ici. On a vraiment l'impression d'être en haut d'un vaisseau on a l'impression qu'on va bouger. On se sent presque bouger, fendre la ville comme si on était sur l'océan. C'est vrai que pour nous, c'est un sacré privilège de bénéficier de cette hauteur de vue. Moi, je suis déjà monté en haut d'autres cathédrales, mais là, ça ne m'a pas fait le même effet. En plus, en étant d'ici, c'est encore un peu plus chaleureux pour moi. Mais on a toujours une émotion qui, elle, je pense, est assez comparable à ce que ressentaient les gens à l'époque de la construction. Il faut imaginer, c'était une hauteur inconnue à l'époque. Nous, on a vu des buildings de 8-10 étages. À l'époque, c'était quelques étages de haut, donc ça devait être considérable, l'émotion que les gens avaient depuis le bas déjà, d'être dominés par des masses pareilles. Et puis alors, pouvoir voir depuis ici, depuis le ciel. Et on retrouve quand même cette émotion-là. Quand on vient, on monte à pied et on arrive là, on est soufflé. Hein. On est soufflé. En aval d'Albi, le cours du Tarn s'élargit. La rivière semble assagie. Sur 25 km, le cours d'eau longe d'anciens ports de commerce. On y embarquait principalement le vin de la région, comme à Gaillac, avec sa monumentale abbaye Saint-Michel, dont les murs de soutènement donnent directement sur les rives. Ou à L'Isle-sur-Tarn, une bastide typique du sud de la France, avec sa place carrée et ses arcades. Et enfin, à Rabastens,
à la frontière entre les départements du Tarn et de la Haute-Garonne. Ce secteur de la rivière, à l'apparence calme, fut pourtant meurtri par une crue dévastatrice en 1930. Cette année-là, l'eau s'élève jusqu'à plus de 18 mètres au-dessus de son niveau habituel. Des villes sont ravagées, cette catastrophe fait plusieurs centaines de morts. Des dizaines de ponts sont emportés, qu'il faut rebâtir d'urgence. Bertrand Lemoine s'intéresse aujourd'hui à ces ouvrages métalliques édifiés après la crue. Il se dirige vers Buzet-sur-Tarn. Ah, mais c'est un pont suspendu. Il est vraiment représentatif de beaucoup de ponts qu'on voit dans la région, qui étaient des ponts économiques, faciles à construire, qui permettaient de franchir le Tarn d'un seul jet, sans avoir besoin de faire des piles dans la rivière. Ce sont des ponts qui ont offert une alternative économique aux ponts en pierre, bien sûr. Et en tous les cas, qui ont permis de multiplier les franchissements et les coupures. Un peu plus loin, l'architecte s'approche d'une autre de ces constructions typiques de la première moitié du XXe siècle. Les ponts symbolisent une sorte de progrès au fond dans la construction parce qu'on cherche à expérimenter une manière de franchir de grandes coupures, donc d'avoir des très grandes portées, une manière de construire à l'économie, une manière de résister aux éléments. Et donc dans un pont, moi ce que j'apprécie, c'est que on cherche à dépasser au fond ce qui existe. Et les ponts sont une sorte de levier de progrès et accompagnent au fond le développement des techniques et en même temps reflètent leur époque en étant à la pointe, à l'avant-garde, on pourrait dire. À Villemur-sur-Tarn, on réquisitionne en 1932 un pont métallique qui devait être installé en Tchécoslovaquie. Cet édifice démontre tout le raffinement et le savoir-faire des ingénieurs français à cette époque. Un travail de précision pour minimiser la matière, tout en rendant l'ouvrage plus résistant. Il n'y a pas d'arche en dessous, donc la rivière est complètement libérée, le pont semble flotter au-dessus de l'eau. Moi j'aime beaucoup ce contraste entre l'ancien et le nouveau, même si c'est le nouveau déjà un peu ancien, mais voilà, entre cette brique et puis l'acier gris, un peu rude, aussi qui vient contraster avec la brique. Le Tarn est très calme ici, très paisible. Pourquoi? Parce qu'il y a une retenue d'eau un peu plus loin qui crée comme une sorte de lac et qui donne cet effet de miroir qui va magnifier l'idée que le pont et la ville font corps ensemble. Et ils font corps aussi dans cette image reflétée par l'eau. Le Tarn entre dans ses 50 derniers kilomètres. Après un bref passage en Haute-Garonne, il se dirige vers les coteaux du Quercy. De part et d'autre de la rivière s'étendent les cultures fruitières. Le Tarn atteint Montauban, un bastion huguenot à la veille des guerres de religion. Avec son pont vieux, dominé par l'ancien palais épiscopal, et surtout sa cathédrale du XVIIIe siècle, construite en pierre blanche pour contraster avec la brique. Elle marque le triomphe de la religion catholique sur cette ville protestante. Un peu plus loin, apparaît le pont-canal du Cacor. Il permet au canal latéral à la Garonne d'enjamber le Tarn. C'est Napoléon III qui ordonne sa construction en 1867. Moissac est la dernière ville sur la rivière.
La cité s'étire autour de l'abbaye Saint-Pierre. Le monument est l'un des plus beaux ensembles de l'architecture française, avec son cloître et ses 4 galeries bordées d'arcades. Le tympan du portail sud de l'église est exceptionnel, avec ses sculptures romanes d'une grande finesse. Deux fois par semaine, au marché, les producteurs de la région viennent vendre en direct leurs fruits et légumes. Anne-Marie Morgadès est hôtelière. C'est les petites que j'aime tant. Je vais te prendre une caisse. Je voudrais la roquette, s'il vous plaît. Je prends les deux. Hein. Anne-Marie ne cuisine que des légumes bio. Aujourd'hui, chez son fournisseur attitré, elle cherche des poivrons, des blettes et des laitues. Du basilic aussi, si je peux. J'en prends une autre. Elle veut aussi préparer des carottes. Elles sont d'une saveur incomparable. C'est-à-dire qu'effectivement, on est habitué à voir des choses très rectilignes, jolies, bien. Mais au niveau du goût, quand on a goûté celle-là, on a des difficultés à reprendre les choses qui sont dans la normalité. Je suis pour l'authenticité et la saveur. Alors l'authenticité, on a l'avantage d'être dans une région où on trouve de tout. Et ne pas acheter des produits locaux serait criminel. Qui plus est, ça permet de pouvoir acheter vraiment les produits de saison. Faire des betteraves crues râpées. T'en as ? La bicolore. C'est celle que je te prends, mais Oui. qui était plus petite ? Oui, mais là elle est grosse. Et là, elle est grosse. Elles sentent bon. C'est la fin de l'été. Anne-Marie en profite pour acheter ses dernières tomates de la saison. Elle choisit également les ultimes fraises de l'année. Voilà. On ne mangera pas de fraises en hiver chez nous. Merci. Ouais. Oui, mais bon, il faut en prendre pour cette année. Anne-Marie a vécu plus de 30 ans à Nice avant de revenir s'installer dans sa région d'origine. Elle a choisi les collines autour de Moissac. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce coin-ci, parce que ça fait penser un petit peu à la Toscane. Et d'ailleurs, ici, ça s'appelle la Petite Toscane. Enfin, on l'appelle la Petite Toscane. C'est un peu pompeux, mais c'est vrai qu'il y a des paysages qui y font penser. L'hôtelière se dirige maintenant vers Saint-Paul-d'Espisse, où l'on récolte le fruit qui fait la renommée de la région, le chasselas de Moissac. Un raisin de table d'exception, classé en AOC. Ils sont 280 producteurs à travailler ce fruit sur ces coteaux. Anne-Marie est attendue dans l'une des plus anciennes exploitations familiales de la région, chez les Rigal. La saison de la récolte vient de commencer. Elle accompagne les cueilleurs. Cette période s'étend sur presque 2 mois. Suivant l'exposition, dans une même parcelle, tous les pieds n'arrivent pas à maturité au même moment. Et il faut d'abord repérer les plus belles grappes. Pour être coupé, le chasselas répond à des critères très précis, de taille, de poids et de couleur. Ici, tout est fait à la main et tous doivent prendre soin de ce fruit fragile.
Alors tu vois, la première étape, c'est d'enlever les Pour feuilles. Jean-Emmanuel, le propriétaire, c'est l'aboutissement d'une année de travail. Tu vois, les grappes. Pour qu'une grappe soit conforme, il faut qu'elle soit dorée. Elle est transparente aussi. Si on met la grappe au soleil, on va pouvoir voir les pépins par transparence. Ce qui est important pour le chasse-la-moissac, c'est la souplesse de la grappe. Si tu as un raisin souple, il est automatiquement chasse-la AOC. Tu as aussi le taux de sucre. C'est 16% au minimum de sucre. Oui, mais ça, on ne le voit pas, ça. Alors ça, on ne le voit pas. Mais quand tu as un raisin qui est coloré, il a automatiquement le taux de sucre. Tu veux goûter, Anne-Marie? Oui. Prends justement un tachet, tu vas voir. Le raisin est vraiment mûr. On va prendre un de tachet. Qu'est-ce que tu en penses? Délicieux. C'est chouette, hein? Délicieux. Marie, vous percevez aussi ce côté un peu exceptionnel, ce côté un peu bijou? Complètement. Même la texture du grain en tant que tel est ferme. Et quand on le met sous la dent, il croque. Au niveau gustatif, c'est vraiment le top, à mon goût. Jean-Emmanuel a décidé de retrouver les saveurs des différents cépages de chasselas. Dans un des rangs de sa vigne, il a replanté des espèces rares. Regarde un petit peu ça, comme c'est joli. Je vais t'en cueillir une pour toi. Un chasselas foncé, par exemple, très ancien et moins acide. Ah, c'est superbe. Donc du chasselas violet. Et c'est du chasselas. C'est du chasselas violet qui sera mûr d'ici 15 jours. Mais au niveau goût, c'est étonnant, quoi. C'est vraiment très bon. C'est bon, hein. Ouais. Très fin. Mais c'est vraiment, je suis impressionnée d'être vraiment tellement proche d'ici et d'avoir totalement ignoré qu'il existait du chasselas violet. C'est une découverte, c'est bien, c'est intéressant. Je vais te montrer autre chose tout aussi original, le chasselas persil. Donc, je vais te montrer ce qui se passe. Cette variété de chasselas est d'origine autrichienne. On a une feuille très découpée en fait. Par conséquent, le raisin en dessous est moins abrité par les feuilles et en saison, il sera bien plus doré. Je vais encore piquer un pour voir la finesse de la peau. Oui, c'est très proche. C'est pas mal, très proche, mais bien. il manque un peu encore. Un peu et un petit peu acide, oui. Quelques jours de maturité. S'il réussit à acclimater ces espèces qui ont failli disparaître, Jean-Emmanuel espère les proposer aux consommateurs. Pendant que la récolte continue, il faut très vite emballer les raisins. L'opération se déroule sous le contrôle de Sabine, la sœur de Jean-Emmanuel. Elle commence par ciseler les grappes. Nous allons ciseler le raisin, le trier. Tu as déjà fait? J'ai vu ferme, j'ai jamais fait. D'accord. On regarde les grains qui sont enlevés. Là, ça? Alors, des grains secs, oui. En fait, le raisin, il faut que tu le fasses tourner comme ça. On le fait tourner sans le toucher. Moins on touche le raisin, mieux c'est, parce que plus on le touche, en le touchant, malheureusement, on enlève la pruine. Le raisin brie, il est beaucoup moins joli. La pruine est la fine pellicule qui donne au grain son aspect velouté. Sa présence est un gage de qualité. Il y a plusieurs catégories de raisins. Donc là, ça fait plus de 120 grammes, c'est de l'AOC. Après, vous avez des grappes plus légères, plus décharnues. Donc ça, on ne le passera pas en AOC, on le mettra en demi-grappe. Ce sera un raisin qui est bon, pareil, mais qui sera quand même déclassé. Une coccinelle. Ah, qu'elle est belle. Quand on traite peu, les coccinelles sont là. Jusqu'au bout, Sabine a le souci du détail. C'est joli. Oui, c'est joli. Elle place délicatement le raisin sur un papier de soie. C'est la fin de la journée. Anne-Marie rentre dans son hôtel avec ses courses et la cueillette du jour.
Regarde. Elle retrouve son compagnon en cuisine. Les premiers chasselas. C'est magnifique. Hein. Vous savez déjà ce que vous allez en faire de ces chasses-là? Ah oui. Foie de canard, poêlé, foie gras poêlé, déglacé avec un verjus de chasselas. Le verjus et le jus du raisin, pas encore mûr. Pour son plat, Dominique découpe d'abord de fines tranches de foie gras pour les passer à la poêle. Tu peux pas savoir. De son côté, Anne-Marie sélectionne les plus beaux grains de chasselas. Ils sont réchauffés dans le jus du foie gras. On choisit quelques chasselas bien colorés. Remarquez qu'il est transparent, qu'il devient translucide. Très bien. Foie et chasselas, c'est vraiment la sensation magique. Puis le verjus est disposé sur l'assiette. Un petit peu caramélisé, mais ça garde quand même le goût un petit peu acide. Un peu de poivre, du moulin, voilà. Parfait. Tu te rappelles ce qu'il y a comme... Papa, c'est bon, désolé. Voilà. Très bien, magnifique. Petit foie au chasselas, avec un petit verjus. Pour la première fois, les producteurs vont déguster leurs raisins. Alors, bonne dégustation. Cuisinés ainsi. Merci de même. Il faut juste avoir de bons produits. Alors, le bon produit, donc un foie fermier, avec du bon chasselas. On n'a pas l'habitude d'en manger tous les jours, hein. Du raisin comme ça, travailler comme ça, mais c'est vraiment très bon. Merci. À la vôtre. À la vôtre. À quelques kilomètres du manoir d'Anne-Marie, la rivière dessine ses derniers méandres. Puis, elle se jette dans la Garonne, au pied de la commune de Boudou. C'est la rencontre des eaux du Tarn, nées dans le granit cévenol, avec celle de ce grand fleuve qui prend sa source dans les Pyrénées.